Alors ce dimanche 19 janvier, je vous emmène pour une fois en station. Je pense que la TVNet citoyenne a été en station 2-3 fois depuis 10 ans à peine. Et alors ici on est à Courchevel, ce qu'on appelle le domaine des Trois-Vallées, un des plus grands domaines skiables du monde, dans lequel 3 sociétés se partagent la gestion de ce domaine, dont un, c'est la société des Trois-Vallées, dont l'actionnaire est le conseil départemental. Donc ce n'est pas pour faire un documentaire sur la structure ou l'économie de ce domaine, quoique. Mais c'est surtout pour parler du drame qui a eu lieu il y a un an dans l'hôtel Isba, qui est propriétaire de la famille Tournier, qui a plusieurs palaces ici. Au beau milieu de la nuit, un brasier impressionnant. Des flammes intenses se propagent rapidement sur la façade de ce bâtiment. Le feu aurait pris au 3e étage de l'immeuble, en plein cœur de la station de ski. Il est environ 4h30 du matin. Une soixantaine de saisonniers dorment à l'intérieur. Dans la panique, certains tentent tout pour échapper au pire. Images incroyables tournées par un amateur. Au beau milieu de la nuit, ces personnes tentent de s'échapper du brasier par les fenêtres. Désespérées, certaines finissent même par sauter. Started in the early hours of Sunday morning above a Chanel. At least 3 of the most seriously injured people were taken to hospital by helicopter. Officials say the identities of those who died have not yet been established. On va rencontrer différents acteurs qui vont apporter notre témoignage, dont un très émouvant d'André Casella, qu'on a rencontré chez lui, près de Grenoble, et qui a dû sauter de cet immeuble et qui est totalement traumatisé. On va commencer par rencontrer Arlette, qui est une militante sur Chambéry et qui a été l'initiatrice de cette marche blanche qui a lieu aujourd'hui. L'incendie a eu lieu il y a un an et lorsque j'ai entendu aux informations la gravité de l'incendie avec des morts et des blessés graves, j'ai mis mon nez sur les propriétaires de l'hôtel Isba, donc qui est derrière nous et qui a brûlé, pour voir pourquoi il n'y avait pas les alarmes incendie, ce qui a été dénoncé tout de suite, les alarmes incendie, les détecteurs de fumée, pourquoi il y avait eu tant de gens qui avaient dû sauter. Et j'ai regardé qu'il s'agissait d'une famille, 2 frères très riches sur Courchevel, la famille Tournier. Je me suis intéressée à leur compte, à leur richesse, et là j'ai découvert un pactole incroyable et j'ai été scandalisée que des gens qui ont une fortune pareille ne puissent pas mettre le minimum de sécurité obligatoire dans un logement pour les saisonniers. On a créé ce collectif-là sous l'égide de Arlette, Charlot, pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé il y a un an, un incendie, un grave incendie qui a conduit à 2 morts et plus de 24 blessés, dont 4 très graves. On s'en rend compte que ces morts et ces blessés ont eu lieu, pourquoi? Pas simplement parce qu'un gars a mis le feu, mais les conditions d'hébergement issues de secours fermés, pas de détecteur de fumée, ont fait que les jeunes ont été piégés. Et puis par défaut, par dépit, ils ont sauté. On ne résiste pas au feu. Ils ont sauté du 3e étage, quoi. À Ambre, 2 vertèbres cassées, gravement intoxiqués par les fumées. Voilà, quoi. Et nous, on n'oublie pas et on ne veut pas qu'on oublie. Il faut se rappeler de ça. Et il n'y a rien qui nous dit qu'aujourd'hui, les saisonniers qui sont hébergés, ils le sont dans des bonnes conditions. On a discuté tout à l'heure avec un gars qui nous dit, mais les gars, ils sont hébergés dans des garages. Voilà. Il faut que le business y tourne. D'un côté, il y a des gens qui sont dans le luxe et d'autres dans la misère, quoi. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas juste. Et nous, on est pour les choses justes. Eh bien, on est à l'arrière de l'hôtel Isba qui accueillait ces saisonniers et on va vous faire découvrir le témoignage d'André Casella qui est un témoignage bouleversant puisqu'il était dans cet hôtel et qu'il a sauté du 3e étage. Je me présente, André Casella, je suis chef pâtissier avec une gestion parfaite de toute transformation de tout ce qui est culinaire.
J'ai fait mes preuves dans la maison Vera avant qu'il perde son étoile. J'ai fait plusieurs palaces sur Courchevel avant d'atterrir au Saint-Roch. Et je suis arrivé au Saint-Roch pour remplacer un chef pâtissier qui a démissionné dû au travail qui était insupportable, inconfortable et inadapté. Mais le retour en a été que pour eux c'était pas encore assez satisfaisant. Je n'avais pas assez fourni de travail. Ils m'ont imposé de vouloir faire aussi de la boulangerie. Donc après 72 heures de travail sans pause, des petites pauses de 7 minutes pour pouvoir manger, il m'était très difficile d'en faire davantage. Donc là, ils m'ont proposé de mettre une fin à ma période d'essai. Et là, on est la veille de l'incendie. On est quelques heures avant l'incendie, bien sûr. Décrivez-nous dans quelles conditions de logement? Un logement totalement insalubre, d'une hygiène vraiment affreuse, invivable. Moi, j'ai passé ma semaine, en plus de mes heures de travail, à ne faire que du ménage en rentrant dans mon logement. Concrètement, c'était quoi là, pour qu'on comprenne? Une baignoire vraiment avec 2 mm de noir, où il a fallu vraiment la récurer, une moquette avec des agrafes à l'envers, les murs dégueulasses, les interrupteurs avec des bactéries affreuses, affreux. Une porcherie devait être bien plus propre. Donc dans un premier temps, je commence seulement à rentrer dans un sommeil profond vu les dérangements que j'ai pu avoir dans la nuit des saisonniers qui rentraient de fête. Mais là, je commençais à rentrer dans un sommeil profond dû à la lourde tâche de travail que j'avais effectuée dans la semaine. Et j'entends un bruit lourd, assourdissant, vraiment inhabituel, quelque chose d'effrayant. De là, je me présente à ma porte d'entrée. J'ouvre ma porte d'entrée et je me suis fait envahir par une fumée lourde, très polluante, très noire, où il a fallu que je prenne une décision très efficace, très rapide. Je me suis mis à quatre pattes pour ne pas respirer cette fumée qui commençait à rentrer dans mes narines et qui commençait à m'asphyxier. En quelques secondes, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis mis directement devant ma porte-fenêtre qui donnait sur ma terrasse. J'ai pu l'ouvrir où ces 2 secondes-là m'ont paru interminables et j'ai failli sauter directement pour échapper aux flammes. Et par réflexe d'essayer de ne pas me faire mal, au lieu de sauter du 3e étage, en une fraction de seconde, j'ai pris la décision... faisant beaucoup de parapente, faisant beaucoup de sport à risque, j'ai peut-être la faculté de prendre des décisions efficaces. Et donc du coup, j'ai enjambé le balcon du 3e étage pour pouvoir me basculer sur le 2e étage. Du 2e étage, après, j'étais toujours entre les flammes mais qui montaient sur le 3e. Ça m'a donné encore une seconde de réflexion pour pouvoir sauter sur le toit de Chanel qui était au 1er étage. Et de par ce biais, j'ai pu sauter sur le petit tas de neige qu'il y avait en faisant rouler-bouler, ce qui m'a sauvé la vie et qui a fait en sorte que je ne me casse aucun os. Mais j'en suis sorti avec un choc comme j'en serais gravé à vie. Il y a eu un avant et là, depuis ce choc post-traumatique, ma vie a basculé. Est-ce qu'il y a eu des alarmes incendie? Est-ce qu'il y avait un détecteur de fumée? Alors, il y avait un détecteur de fumée totalement défectueux. Tout comme tout ce qui était dans le logement, tout était défectueux. Aucune alarme incendie, rien ne m'a réveillé à part ce bruit assourdissant et inhabituel, un bruit effrayant. Mais aucune alarme ne m'a prévenu et où j'aurais pu sûrement sauver quelques biens et je pense qu'il n'y aurait pas eu de décès, il n'y aurait eu aucun blessé s'il y avait eu au moins un détecteur de fumée ou une alarme incendie. Et si s'il y avait eu des extincteurs à disposition, s'il y avait eu le minimum qu'il doit y avoir dans la réglementation de sécurité de logement public. Tout affolé, en pyjama,
en leur expliquant qu'un drame se produit, qu'il faut vite réagir, qu'il faut appeler la directrice. Je tombe sur un portier veilleur de nuit qui me fout dehors, ne m'acceptant pas dans le palace. Il me demande d'attendre. Il a confirmation avec le portier veilleur de nuit du LANA qui fait partie aussi du groupe Tournier, l'avertissant du drame, et là commence à me prendre en considération. Je lui demande d'appeler la directrice et de prendre les mesures adéquates pour pouvoir accueillir les victimes et les prendre en charge. Il me répond qu'on ne réveille pas madame, et donc je me retrouve en attente, soit dehors, soit à l'intérieur avec un verre d'eau, jusqu'à 8 h du matin en attente de la directrice. Là, la directrice, comment elle vous reçoit et qu'est-ce qu'elle vous propose? Donc elle nous propose un petit déjeuner, de ne pas regarder les infos sur LCI pour ne pas dramatiser. Elle nous propose une chambre pour pouvoir aller se détendre, pour pouvoir aller se laver car on infestait la fumée. On avait les narines bien noires, on était envahi de fumée et on était vraiment très secoués. On était envahi de fumée et on était vraiment très secoués. Cette matinée épouvantable que vous vivez, vous rentrez dans cette chambre qui vous est proposée, vous vous effondrez, et là, ça continue finalement. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, le drame continue. Je n'ai pas encore émergé de ce drame, je n'ai pas encore analysé réellement la situation, et je m'assoupis car épuisé. 1 heure après mon assoupissement, le chef de salle me réveille, rentre dans ma chambre et me tend une feuille où il était stipulé la fin de ma période d'essai et m'oblige à la signer. Alors que je ne voulais pas la signer, bien sûr, il m'oblige à la signer. C'est vraiment abominable comme décision. D'ailleurs, ils ont dû s'en rendre compte par la suite et elle n'a jamais été diffusée. Effective, quoi. Effective, exactement, oui. Et du coup, on peut vous demander, André, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé justement? Comment vous avez vécu? Comment vous avez été pris en charge? Donc, étant bien sûr en très grosse difficulté financière, voulant essayer de me reconstruire un minimum, déjà me racheter mes vêtements, me racheter mon matériel informatique dont on en a tous l'utilité à ce jour, voulant racheter mes matériels de communication, voulant refaire mes clés de véhicule, mon argent liquide aussi avait brûlé. Je demande déjà à être payé les heures effectuées. Et de là, après plusieurs mécontentements du DRH, m'expliquant que je ne pourrais avoir mes heures supplémentaires effectuées qu'à la fin de mon contrat, chose qui a été réalisée au mois d'avril. Aujourd'hui, André, vous êtes dans quelle situation? Dans quel statut vous êtes? Donc aujourd'hui, je suis toujours en arrêt maladie, toujours depuis ce drame. Je suis en arrêt maladie pour un gros choc post-traumatique en dépression. Malgré l'état qu'on peut me voir aujourd'hui, ça pourrait porter à confusion, mais je vis toujours le drame dans ma tête. Je suis au bord d'une grosse dépression. Je suis rentré en hôpital au moment des fêtes. J'ai fait une tentative de suicide pour incompréhension totale. C'est très difficile pour moi d'effectuer toutes les démarches qui me sont proposées. Alors j'ai demandé bien sûr de l'aide à la CIVI. La CIVI m'a bien sûr donné une petite indemnisation qui doit être à hauteur de 30% de mes pertes. Aujourd'hui, pour avoir droit à un peu plus d'indemnité, pour pouvoir essayer de me reconstruire, sûrement pas mentalement, mais un petit peu du matériel que j'ai perdu, pour pouvoir essayer de tourner la page, ne serait-ce que de me reconstruire avec les biens que j'avais. La CIVI décide, avec le tribunal de Chambéry, de ne voir un expert qu'au mois de juillet. Au départ, c'était décidé au mois de mai de l'année 2020, et là, je ne sais pourquoi, ils décident de reporter au mois de juillet pour avoir un supplément d'aide et pour pouvoir essayer de me reconstruire. Ce qui est vraiment très difficile pour moi,
car aujourd'hui, bien sûr, je ne fais que ressasser ce drame dû à toujours essayer de me reconstruire, quoi. Malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez gardé quand même une lucidité, hein, et puis une volonté que justice soit faite, on peut dire. Bien sûr. Vous avez déposé plainte. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé après. Donc voilà, prenant bien conscience qu'il y avait un incendiaire, mais n'ayant aucune sonnette d'alarme, aucune norme de sécurité, je me suis dû de déposer plainte contre le groupe Tournier qui logeait ses employés dans un bâtiment insalubre et hors norme et dénué de toute norme de sécurité, en plus des normes d'hygiène. Le tribunal m'a répondu que ce n'était pas dans leur capacité de juger des affaires sur le manque d'hygiène et de sécurité, me disant qu'ils étaient juste aptes à juger des affaires criminelles. Donc voilà, je me retrouve dans cette impasse et ne pouvant déposer plainte contre le groupe Tournier. Dans ce contexte-là, parce que vous en avez peu parlé, quelles sont vos relations avec Éric Tournier, avec la famille Tournier, qui sont les employeurs de ces hôtels? Donc bien sûr, aucune relation. J'ai essayé à maintes reprises d'essayer d'avoir un contact, une compréhension, un petit peu d'empathie de ces gens-là et une reconnaissance due à leurs failles. Bien sûr, nous sommes tous des êtres humains, nous avons des failles, mais ce monsieur-là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas accepter cette faille qu'il a pu avoir et nous a jamais reçus pour nous expliquer qu'il avait eu cette défaillance de mettre aux normes ce bâtiment qui était insalubre et vraiment démuni de toute norme de sécurité, qui aurait pu bien sûr éviter ce résultat dramatique de 2 décès, de tant de blessés et de tant de choqués tel que je peux le vivre ce jour. Et j'ai vraiment du mal à reprendre un emploi, à pouvoir me reconstruire. J'ai du mal à reprendre des envies de reprendre ma passion qui est l'art culinaire. Toutes mes passions qui sont le parapente, l'ULM, l'avion, le ski, le snowboard, tout ça, bien sûr, je n'en ai vraiment plus envie. J'ai peur, j'ai des peurs, j'ai un instinct de survie. Je me suis représenté à des décollages et je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Je n'ai plus aucun loisir, je ne peux plus rien vivre. Je suis vraiment dans un instinct de survie et dans une tristesse incroyable. André, merci beaucoup pour votre témoignage et de votre accueil. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre déplacement et enfin d'être entendu par des personnes conscientes. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis maintenant qu'un homme en survie. J'ai perdu goût à la vie, je ne travaille plus, je ne pratique plus aucune activité. Ce que je veux plus que tout au monde, c'est retrouver une vie normale et tourner la page enfin sur ce drame. Pour cela, il est primordial que les responsables soient punis et reconnaissent leurs responsabilités. D'une part, celui qui a mis le feu à l'immeuble Isba, et d'autre part, le groupe Tournier, qui a mis la vie de son personnel en danger en le logeant dans un immeuble insalubre et dénué de toute sécurité. Aucune alarme incendie, extincteur, issue de secours. C'est déplorable. Alors il y a un dossier qui a bien avancé, c'est le dossier qui est confié à un juge d'instruction qui concerne la responsabilité de l'incendiaire. Il y a un autre dossier, c'est un peu pour ça que je suis là d'ailleurs, pour être très clair avec vous, où on ne sait pas où on en est. On ne sait pas d'ailleurs si on a fait des recherches, voilà. Donc on est vraiment, c'est un message que je viens lancer pour les victimes qui ont à cœur de faire savoir aux autorités judiciaires qu'elles seront attentives à ce que l'enquête préliminaire qui est là pour étudier les responsabilités
responsabilité éventuelle du propriétaire, de la mairie, que sais-je, eh bien, sont tout à fait attentives de cette enquête. En fait, si vous voulez, je n'ai pas bien compris pourquoi on n'a pas tout confié au même juge d'instruction, qui était tout à fait capable d'enquêter sur les deux aspects du dossier. L'avantage pour les victimes, c'est qu'elles auraient eu accès, quand une enquête est confiée à un juge d'instruction, on a accès au dossier, on sait ce qui s'y passe. Et on peut même demander au juge d'instruction d'effectuer certains actes qui auraient manqué. Là, en enquête préliminaire, eh bien, on ne sait rien, ou presque rien, ce qu'on veut bien nous dire. Mais on n'a pas accès au dossier. Alors, dans ce type d'enquête, c'est normal ou ça commence à devenir un peu exceptionnel? C'est normal. Alors, ça fait partie de notre code de procédure pénale, mais à partir du moment où un juge d'instruction était désigné, pourquoi lui ôter une partie du dossier? Nous avons une crainte, nous, victimes, c'est que peut-être on nous écarte du dossier voilà, pendant l'enquête. Et en tout cas, nous tenons à faire savoir que nous serons très exigeants sur le fait qu'il y ait une vraie enquête et qui mène à un examen de toutes les responsabilités. Je dis bien toutes les responsabilités. Le regard sur la vie ne sera plus le même. Il n'aura fallu que quelques secondes pour ne plus être spectateur de la vie, mais devenir acteur de ce triste événement, tel un cauchemar, et quel immense vide résonne au fond de nous aujourd'hui. Tout cela par la faute d'un incendiaire sous trafic de drogue multirécidiviste, d'un immeuble insalubre et en totale insécurité, dont le propriétaire multimillionnaire, en plus un marchand de sommeil, que le dirigeant d'un groupe digne de ce nom, et d'un désengagement total de la municipalité au courant et complice de toutes ces malversations. Alors à quel prix ces personnes estiment-elles la vie d'un être humain? Je peux ressentir et comprendre la douleur de chacun, et je tiens à dire que ma famille et moi-même sommes de tout cœur avec vous. Car notre fille Ambre, qui fut la plus grièvement blessée au cours de cet incendie, porte à jamais sur elle et en son esprit des cicatrices indélébiles. Il n'y a pas un jour qui passe sans que les souvenirs ressurgissent. Il n'y a pas une nuit qui s'achève sans qu'un cauchemar la hante. Sa vie, aujourd'hui brisée, ne sera plus jamais la même. Et maintenant, quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Il est impossible de remonter le temps et de revenir en arrière pour changer tout cela. Alors oui, aujourd'hui, je vous remercie pour tout le soutien que vous nous avez porté et merci d'avoir organisé cette journée pour que l'on n'oublie pas. Car pour moi, ce combat est le combat pas seulement pour ma fille, mais aussi le combat pour une justice, le combat de tous, pour dire plus jamais. Alain Corsi. Par rapport au drame qui est arrivé l'année dernière, c'est que j'ai travaillé avec une femme de chambre qui est décédée dans ce drame. Une des deux personnes? Une des deux personnes et des logements qui sont insalubres, oui, qui sont pour moi inhabitables, qui n'y a aucune sécurité. Et que pour moi, habiter dans tel endroit, c'est pas possible, même saisonnier. En fait, si la station fonctionne, c'est grâce aux saisonniers qui viennent à Courchevel. Vous-même, dans quelles conditions vous vivez? Est-ce que c'est nous, oui, carrément. Nous, on est logés 4, 5 par, on va dire, par chalet. Et les conditions sont très acceptables. Et on va pas se plaindre. Mais
Le respect des employeurs. Les gens, ils se battent pour nous. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous vous rendez compte du mal que vous faites? Allez dire ça aux familles des gens qui sont morts. Mais on y est. Mais bien sûr, monsieur. Mais c'est criminel, vous le savez. Vous croyez que l'employeur, il le fait volontairement? Non, mais franchement, on est des saisonniers. Nous travaillons sur la station depuis 30 ans. Voilà. Non, absolument pas. Ça fait 30 ans que je suis là, j'ai travaillé dans plein... Ce qui me pose problème, c'est qu'on insulte une famille qui crée de l'emploi et qu'on pose un regard sur les riches qui est inadmissible. S'il vous plaît, messieurs, dames. C'est un manque de respect pour nos employeurs. D'accord, merci. Bonne journée. Bonne journée, madame. Alors comme vous l'a dit Arlette, ou comme vous l'a dit aussi André Casella, ce boîtier que tout le monde connaît, enfin j'espère que tout le monde connaît, qui est un détecteur de fumée, où des alarmes incendie, ou même des extincteurs étaient absents ou étaient là, mais défectueux et n'ont pas fonctionné. Alors je rappelle que ça c'est un détecteur de fumée qui coûte exactement 10 € dans n'importe quel magasin, et que la famille Tournier n'a pas pris la peine de mettre ou de faire fonctionner correctement. Je rappelle par exemple que dans l'hôtel de Saint-Roch, qui est un palace de Courchevel, la chambre est à 1000 €. Donc d'un côté il y a 1000 € pour une chambre et des millions de bénéfices que gagne cette famille, et de l'autre côté des détecteurs de fumée à 10 € qui auraient permis de sauver les 2 personnes qui sont mortes dans cet hôtel qui est derrière moi, et qui auraient permis que les 25 blessés qui ont dû sauter et qui pour certains sont dans des chaises roulantes aujourd'hui, traumatisés à vie, auraient pu éviter ce drame. Derrière ça, bien évidemment, il y a la condition d'hébergement des saisonniers dans cette station de luxe qui sont vraiment abominables, et que ce soit des propriétaires privés ou bien évidemment la collectivité, que ce soit commune ou département, sont des acteurs partie prenante pour faire respecter la réglementation, et on verra ce que dira à l'occasion le procès qui va avoir lieu, et on espère que de telles absences de respect de la réglementation soient sanctionnées pour que des drames pareils ou d'autres n'arrivent plus. Qu'on voit là, dites-moi. Alors on voit qu'il est, voilà, il est 5h07 du matin donc sur cette vidéo, quand l'incendie donc venait de se déclarer une demi-heure avant. On voit juste des pompiers avec seulement une seule lance à incendie. Aucun équipement n'était prévu dans la caserne de Courchevel pour pouvoir éteindre le feu. Voilà, il est 5h28, bon, ben, l'incendie bien sûr, bien évidemment, prend de plus en plus d'ampleur, et on a juste les pompiers avec une seule lance à incendie. Voilà, il faut trouver des explications aussi sur le fait que pourquoi les pompiers de Courchevel ne soient pas équipés d'une grande échelle non plus. On s'associe par solidarité avec les travailleurs saisonniers de l'hôtellerie-restauration, dont on connaît les conditions de travail et les conditions d'hébergement. Et voilà, par rapport au drame qui est arrivé l'année dernière, on a souhaité venir. Je parle en ce qui concerne l'hôtellerie-restauration. Les échanges qu'on a avec des saisonniers qu'on croise dans le coin, en gros, nous font remonter des conditions d'hébergement qui sont pas dignes et qui ne sont pas acceptables. Notamment, on a l'impression presque que plus les établissements sont à haut standing, plus il y a d'argent et plus les conditions sont dégradées, ce qui nous paraît assez paradoxal. Et vous-même, par rapport au personnel de remontée mécanique, par exemple, au niveau du logement, vous... Alors, nous, on va dire, on a collectivement, dans le milieu des remontées mécaniques, on a gagné, depuis des années, on a gagné des choses. C'est-à-dire que, voilà, on n'est quand même pas dans les mêmes conditions. Hein, en termes... Parce que vous avez un syndicat qui est fort, hein, enfin, vous êtes... Oui, voilà, on est fort, on est organisé syndicalement. Donc, c'est vrai qu'en termes de rémunération, en termes de respect de la loi, de la législation, etc.,
on n'est pas dans les mêmes conditions. Après, on a quand même, c'est pas pour ça qu'on n'a pas des problématiques. Et notamment la problématique de l'hébergement, elle est liée à la problématique du transport. Et on remarque comme l'accès au logement est très compliqué dans les zones où on travaille, de plus en plus, même les saisonniers des remontées mécaniques ont tendance à faire de plus en plus de kilomètres pour aller travailler. Alors on rentre dans l'hôtel des Tourniers. Bonjour. 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 On voit si c'est possible d'avoir Monsieur Tournier ou pas. Il n'est pas du tout ici, je suis navrée. D'accord. Bon. Voilà. Merci. Il y a des clients qui vont arriver, je suis désolée. Hein. Je vous en prie. Merci voilà, beaucoup. Merci, au revoir. Et c'est pas possible de l'avoir quelque part, non? Non, pas du tout, c'est pas possible. Merci. Il est de notoriété publique que les stations de ski, et notamment les plus luxueuses, sont des zones de non-droit. On n'en parle jamais, on parle des banlieues, mais on ne parle jamais des stations de luxe. Et pour cause. Et il y a une expression que je reprends souvent bien volontiers, à partir de 1000 mètres d'altitude, le code du travail gèle. Aucune application des règles du droit du travail dans les stations. Mais c'est aberrant, on l'a rappelé dans le reportage, hein, le chiffre d'affaires généré par cette station, en tout cas le domaine des Trois-Vallées, c'est autour de 700 millions d'euros. Eh oui. Donc on ne comprend pas qu'il n'y ait pas de place ou d'investissement pour les saisonniers. Les propriétaires ou les actionnaires de toutes ces installations pour le ski, pour les logements, n'ont pas la volonté de dépenser 1 centime d'euro pour la simple sécurité, pour le confort, pour respecter le code du travail, pour leurs salariés, parce qu'ils sont saisonniers, ils sont précaires, donc ils profitent d'une situation. On peut regretter aussi que les collectivités publiques, les responsables des collectivités publiques ne leur imposent pas plus fort cette obligation de respect des règles minimum de droit du travail, de sécurité, d'hygiène, etc. Mais on peut dire qu'il y a une certaine alliance entre les collectivités de ces stations et les très riches qui alimentent les stations. Parce qu'il faut dire qu'il y a un chantage à l'emploi, hein, finalement, parce qu'il y a une masse d'emplois important. Hein. Oui, mais il y a un chantage à l'emploi, mais on peut dire effectivement, comment on ferait fonctionner les remontées mécaniques, comment on ferait fonctionner les hôtels s'il n'y a pas d'emploi. Alors on peut toujours faire le chantage à l'emploi, n'empêche que c'est l'emploi qui crée ces richesses. Donc sans l'emploi, il n'y aura pas. Donc les collectivités publiques le savent bien, ils pourraient imposer un minimum, mais ils ne le font pas. Donc par votre formule, vous dites plutôt, finalement, c'est un territoire où l'État n'a pas tellement de, puissance ici. Non, hein, non. Parce qu'il y a un préfet, hein, comme ça voit, il y a une préfecture. Non, oui, mais on n'applique pas, on ne fait pas appliquer toutes les règles, c'est clair. C'est clair, il n'y a pas la volonté de le faire.